Lorsque l'on étudie un système d'ordre 2, on peut tracer et visualiser les trajectoires de l'espace d'état dans le plan. En effet, un système d'ordre 2 possède deux états et on peut donc utiliser les deux axes du plan pour représenter les trajectoires. Nous allons nous placer dans un cadre linéaire avec un modèle de la forme x point égale f de x, donc un modèle assez général. Et puisque l'on considère un système d'ordre 2, on va avoir alors deux états, x1 point et x2 point, égale f de x1, x2. Et plus particulièrement, on peut découper f en deux fonctions, ces deux coordonnées, f1 qui dépendra de x1 et x2, et f2 pour la deuxième composante qui dépendra également de x1 et x2. Donc, puisqu'on a deux états, on peut alors représenter dans le plan, on va choisir un axe d'ordonnées et d'abscisse, respectivement donc x2 et x1. Si je définis une condition initiale x0, donc un point ici x0, donc ça c'est la condition initiale qui va représenter une certaine valeur à l'instant 0 pour x1, une certaine valeur à l'instant 0 pour x2. Ça c'est notre condition initiale. Et ensuite la trajectoire de cet état va évoluer dans le plan, qui ici est l'espace d'état, selon la dynamique qui est définie ici par l'équation différentielle. Et donc on va avoir par exemple une trajectoire comme ceci. Donc c'est un exemple. Et un point particulier de cette trajectoire sera l'état à un instant que je vais noter ici t1, x en t1, qui lui aussi est composé de l'état x1 en t1 et de l'état x2 en t1. On a donc une courbe paramétrique en t. Effectivement, on pourrait voir ceci comme une fonction de x1 et de x2 par rapport à x1, mais elle est paramétrique parce qu'elle évolue en fonction du temps. Et plus particulièrement, on va regarder son évolution à un certain instant t donné. Donc on va reprendre notre exemple en t1. Ici, la tangente à ce point va être définie par la dérivée de notre état. Donc si je m'intéresse au coefficient directeur de cette tangente, donc on va faire un petit zoom sur ce point ici. Donc si l'on souhaite regarder le coefficient directeur de cette tangente, on va s'intéresser donc à la dérivée de l'état. Et ce coefficient directeur, donc il est donné par la variation de x2 sur la variation de x1. Donc ce que je peux écrire par d de x2 sur d de x1. Si je divise par d de t en haut et en bas, on peut réécrire ceci comme dx2 sur dt sur dx1 sur dt. Là, je n'ai pas changé ma fraction. Donc, on a x2 points sur x1 point, ce qui correspond à mon équation différentielle, x1 point et x2 points qui sont définis par les fonctions f1 et f2 du modèle de mon système. Donc là, on va avoir f2 qui dépend de x2 et de x1 sur f1 qui dépend également de ces deux mêmes états. Donc ça veut dire que finalement, ici, on va avoir comme coordonnée f2 et ici comme coordonnée f1 qui correspondent au modèle de notre système. Ce vecteur qui est défini par le second membre de mon équation différentielle, ben je peux très bien le calculer en ce point de la courbe, en un autre point de la courbe ou partout ailleurs dans tout l'espace d'état. Et c'est ce qui va définir notre champ de vecteurs, ce qu'on appelle un champ de vecteurs, qui représente finalement notre fonction f dans l'espace d'état sous forme de vecteur et qui permet de donner une indication sur l'orientation des trajectoires du système. Donc pour le système que nous allons étudier, nous allons considérer un pendule qui va être défini par une masse m et on s'intéresse à l'évolution de l'angle par rapport à la verticale que l'on va appeler θ. Ce pendule a une longueur petit l. Et donc, on a un système ici d'ordre 2 où on peut définir x1, l'angle θ,
x2 sa dérivée, donc la vitesse angulaire. Et là, on peut écrire à partir du principe fondamental de la dynamique les équations qui sont données par donc x1 point qui correspond à θ point, ça sera x2, et x2 point point, donc l'accélération angulaire, sera donnée directement par moins g, la constante gravitationnelle, sur L, la longueur du pendule, sinus de l'angle, donc x1, moins k sur m, k étant le coefficient de frottement du pendule, fois x2, la vitesse. Donc, c'est ce système que nous allons étudier et tenter de tracer dans le plan que l'on va appeler donc le plan de phase. Nous allons donc voir dans MATLAB comment on peut tracer des trajectoires dans le plan de phase pour un système d'ordre 2. Donc, nous reprenons ici notre modèle avec de pendules, avec donc x1 l'angle et x2 la vitesse angulaire. Donc, je définis ici un script qui va permettre de, dans un premier temps, définir x1, donc qui va correspondre à la plage de valeur pour x1, qui va aller de moins pi sur 2 à pi sur 2, on raisonne en radians ici, et x2 qui va correspondre à la plage en ordonnée pour le second état. Cette troisième ligne sert à créer une grille, et donc tous les points de la grille qui vont constituer la représentation dans l'espace d'état et permettre le tracé des courbes. Donc, ce qui est important de noter, c'est surtout ces deux premières lignes qui permettent de définir les plages de valeur pour l'état. Ensuite, nous définissons ici le système. Donc, on a le paramètre K, G, L et M qui caractérisent notre système. Et c'est ici qu'on va définir la fonction f. Donc, cette fonction f qui est constituée de f1 et f2. f1, c'est donc simplement le deuxième état, c'est x2. Et f2, c'est toute cette expression qui comprend donc moins g sur L sinus de x1, que l'on a ici, et moins km sur x2, qui correspond à cette partie, à ce terme. Donc à partir de là, on va d'abord essayer de tracer le champ de vecteurs. Le champ de vecteurs, nous avons vu, qui était défini par les fonctions f1 et f2, qui sont les coordonnées de chaque vecteur en différents points de notre plan de phase. Donc U va correspondre finalement à notre F1 et V à notre F2, c'est-à-dire aux coordonnées en abscisse et ordonnées de chaque vecteur du champ. Donc on a une boucle for qui permet ici de parcourir tous les points de la grille que nous avons défini ici avec mesh grid. Donc on parcourt tout le quadrillage de la grille et on calcule x points, puisque finalement F1 et F2 correspondent à la dérivée de notre état. Donc on calcule f pour chacun des points de la grille. Donc ce sont les paramètres, les variables x et y au point i de la grille qui est parcouru donc par cette boucle. Et u va récupérer f1, donc celui-ci, et v va récupérer f2, donc c'est la deuxième composante de ce que j'ai appelé x point, donc la fonction qui correspond à la fonction f. Et enfin, on va ensuite tracer à l'aide de la fonction quiver qui va nous aider à tracer l'ensemble des vecteurs de ce champ. Ces deux lignes permettent simplement d'afficher les labels en ordonnée et en abscisse, donc x1 et x2, avec une certaine taille. Et ici, on définit les axes. Donc, on va regarder notre plan de phase entre les valeurs min et max des intervalles d'état que nous avons définis. Donc, je vais exécuter toute cette partie pour voir déjà ce que ça nous donne. Donc là, on peut visualiser le champ de vecteurs. On a donc notre intervalle sur x5 qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, l'intervalle sur x2 en ordonnée entre moins 3 et 3, et on voit donc les différents vecteurs qui composent notre champ de vecteurs défini par f. Donc là, on a les flèches qui sont relativement petites. On peut, si on veut, changer la taille des flèches. Pour cela, il suffit de changer ce petit paramètre 1, qui est en fait un coefficient de mise à l'échelle
pour pouvoir changer la taille de l'ensemble des flèches. Donc là, si je multiplie par 2, par exemple, on va avoir des flèches plus grandes. Donc ce qui peut permettre de mieux voir les flèches, mais peut-être un peu plus brouillon. Donc ça, c'est à ajuster en fonction de l'affichage désiré. Je vais revenir avec une taille de coefficient de 1. Et donc on peut voir ici que les flèches vont avoir une certaine orientation qui permet de deviner le type de trajectoire du système. On peut faire des zooms également dans le plan et voir qu'on va avoir des formes de type circulaire. Donc à partir de cela, maintenant, une fois qu'on a notre plan de phase et le champ de vecteur, on peut vouloir tracer une trajectoire. Donc, tracer une trajectoire revient finalement à résoudre cette équation différentielle. Je définis ici une condition initiale avec une valeur de 1 pour x1, une valeur de 1 pour x2, et je vais résoudre mon équation différentielle à l'aide de la fonction ODE45. Donc c'est une fonction MATLAB qui permet de résoudre les équations différentielles qui sont mises sous cette forme. Donc x point égale f de x, éventuellement le temps, ce qui n'est pas le cas ici, mais ça permet de résoudre ce type d'équation différentielle, et il est convenu implicitement que f représente l'équation différentielle. Et donc c'est la fonction qui est définie ici, que nous avons définie plus haut dans notre script, donc ici, qui correspond donc au modèle de notre système. Donc on donne en paramètre f la fonction du système, la fonction du modèle, on définit un horizon temporel ici entre 0 et 10 secondes, et on donne la condition initiale. Et en sortie, en argument de sortie, on va récupérer deux choses, le temps et l'état x qui va évoluer au cours du temps. X qui sera une matrice de taille 2, puisqu'on a un système de dimension 2, mais qui aura autant de colonnes que le nombre d'échantillons temporels nécessaires pour représenter la fonction entre 0 et 10 secondes. Et ensuite, on va tracer donc notre trajectoire dans le plan de phase. En abscisse, on va avoir x1. Donc je prends simplement la première ligne. Et ça ne dépend pas des colonnes, on va prendre sur toutes les colonnes parce que c'est l'évolution dans le temps. Et en ordonnée, on va tracer x2. Et on va faire un deuxième tracé simplement pour montrer, avec un marqueur de type étoile, on va montrer simplement la condition initiale. Donc je lance mon script complet. Et voilà ce que j'obtiens. Donc on retrouve notre champ de vecteur. Notre condition initiale qui était ici en 1, 1. Et ça, c'est l'évolution de la trajectoire. Et on voit qu'on a une trajectoire circulaire et qui va converger vers l'origine. Donc ça, c'est logique et on peut l'interpréter physiquement. C'est le fait que notre pendule qu'on a initialisé à une distance, à un angle de 1 radian, donc sur le côté, et avec une vitesse de 1. Donc vous imaginez que à l'instant t0, on lance notre masse avec une vitesse de 1 radian par seconde. Et que va faire le pendule? Il va osciller. Donc sa position va osciller comme ceci. Ça c'est x1, cet état c'est la position. Donc on va osciller autour de la position 0, qui est la verticale. Et la vitesse x2, donc, qui est positive à l'instant t égale à 0, puisqu'il est égal à 1, je pousse mon pendule vers l'extérieur, donc il va monter avec une certaine vitesse, ce qui fait que la vitesse est positive et en montant, elle va ralentir, donc elle diminue. Et dès qu'elle a atteint le point le plus haut, elle va redescendre, donc on va avoir une vitesse négative, et c'est ce qu'on observe ici. On passe en x2 inférieur à 0 pour croiser l'axe du θ égale à 0. On continue dans ce sens et on remonte, toujours avec une vitesse négative. Donc x2 est négatif, jusqu'à atteindre le maximum de ce côté, du côté gauche, et avant que le pendule redescende et revienne avec une vitesse positive. Donc là, on revient dans le demi-plan haut pour un x2 positif. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des oscillations, on va osciller entre position positive et négative et vitesse négative et positive.
de notre pendule, en faisant ça, eh bien, on va faire des oscillations autour de 0 en position et en vitesse. Si on souhaite tracer d'autres trajectoires, ben, il suffit de répéter cette suite d'instructions. Et ce qu'on peut faire, c'est éventuellement définir la condition initiale directement graphiquement à partir de la fonction getInput. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Je reprends cette partie du code et je vais ajouter cette fois une boucle for pour pouvoir tracer plusieurs trajectoires. Donc on va dire qu'on va en tracer 5. La condition initiale, cette fois, elle sera non pas donnée en dur dans le script, mais récupérée à partir de l'interface graphique. On va récupérer un seul point dans le plan, ce qui va nous donner une condition initiale, parce qu'un point dans le plan correspond à une valeur pour nos deux états x1 et x2. Et c'est bon pour cet ajout. Je lance mon script. Donc on retrouve notre première figure. Je lance mon script. Donc on retrouve notre première trajectoire. Et à l'aide de la souris, on peut maintenant, alors on ne le voit pas très bien parce que le curseur est en noir, mais on peut choisir dans le plan et sélectionner une nouvelle condition initiale. Donc je vais partir par exemple ici avec une vitesse autour de 2 et une position autour de -1. Donc on a la condition initiale qui est tracée ici, et la trajectoire donc qui évolue avec de nouvelles valeurs, puisqu'on est parti d'une condition initiale différente, mais un modèle identique. Et donc je peux en tracer plusieurs à partir de différents points. Ce qui nous permet de voir différentes trajectoires pour différentes conditions initiales, et l'ensemble des trajectoires pour ces différentes conditions initiales, c'est ce qu'on appelle le portrait de phase.